parcours professionnel, peut-être quelques mots sur le parcours académique et universitaire, puisque si je suis aujourd'hui pleinement inséré en sciences de l'éducation et de la formation, mon cursus initial ne me prédisposait pas nécessairement à cela. En tout cas, je ne l'envisageais pas ainsi au moment où j'ai engagé mes études après un baccalauréat section B. J'ai fait un cursus complet en sociologie du DUG, donc diplôme d'études universitaires générales au doctorat. J'ai, en la suite de ça, donc soutenu une thèse de doctorat en sociologie sans surprise au regard de ce que je viens d'évoquer en 2001, et une habilitation à diriger des recherches en 2009, là encore en sociologie. Donc un cursus complet en sociologie et une carrière professionnelle complète en sciences de l'éducation d'abord, et puis avec le changement de nom de la section CNU en sciences de l'éducation et de la formation. Alors si je reviens sur mon travail doctoral, il s'est inscrit en sociologie du travail sous la direction de Pierre Dubois, et avec une figure importante qui a présidé mon jury de thèse, qui est Lucie Tanguy. Lucie Tanguy que j'ai beaucoup mobilisé dans mes travaux doctoraux et que je continue à mobiliser depuis. Mon travail doctoral portait sur un dispositif de formation qui s'appelle donc les entreprises d'entraînement ou pédagogiques, où on simule l'activité d'une PME dans ses dimensions tertiaires à des fins de préparation à l'emploi, dans une logique, j'emploie le mot adéquationniste. Vous comprenez pourquoi les travaux de Lucie Tanguy m'ont tant inspiré, puisque précisément elle développait une analyse critique des approches dites adéquationnistes. En tout cas, le dispositif que j'étudiais avait cette vocation adéquationniste de préparer directement à l'emploi. Ce travail doctoral a fait l'objet d'une publication en 2004 chez un éditeur connu, l'Harmattan, mais dans une collection de sciences de l'éducation qui était à l'époque dirigée par Michel Gault et Jackie Bayrou. Une fois ma thèse de doctorat réalisée, j'ai demandé ma qualification aux fonctions de maître de conférence en sociologie, et en toute franchise et en toute sincérité, l'idée même de demander une qualification en sciences de l'éducation ne m'est pas venue. Je n'étais absolument pas acculturé et socialisé à la discipline. Mon jury ne comprenait pas de membres des sciences de l'éducation. Ma première campagne de recrutement a été infructueuse. Et puis, durant cette année, j'ai eu une communication qui m'a été faite par quelqu'un qui depuis compte beaucoup pour moi, mais que je ne connaissais pas, ni personnellement, ni à travers ses travaux à cette époque. C'est Philippe Carré, professeur en sciences d'éducation émérite à l'Université Paris-Nanterre aujourd'hui. Dans mon jury de thèse, il y avait Claude Dubar, sociologue du travail et spécialiste de formation, qui avait commencé sa carrière à Lille, et Philippe Carré avait été professeur associé à l'Université de Lille. Et les deux se connaissaient bien, et Philippe Carré avait parlé, enfin plutôt Claude Dubar avait parlé à Philippe Carré de mon travail doctoral, et Philippe Carré m'avait contacté, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre langue avec des spécialistes de formation d'adultes en sciences de l'éducation et de la formation. J'ai été associé aux travaux de l'équipe de recherche qu'il coordonnait au sein du CREF, le laboratoire nanterrois de sciences de l'éducation et de la formation. J'ai demandé ma qualification en sciences de l'éducation et je l'ai obtenue. Et les circonstances m'ont conduit à obtenir un poste de maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paris 12, aujourd'hui Université Paris-Est Créteil. Et c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas en sciences de l'éducation. Et progressivement, cette acculturation s'est opérée. J'ai quand même maintenu la valence sociologique en développant une habilitation à diriger des recherches en 2009 en sociologie. Il y avait des membres de la section 70 sciences de l'éducation et de la formation, cette fois-ci dans mon jury d'habilitation. Et puis, après que j'ai été qualifié aux fonctions de professeur, j'ai poursuivi ma carrière comme professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Cette acculturation a été accrue et je crois maintenant, je peux le dire, totale depuis une bonne douzaine d'années, puisque en 2015, je réunis deux formations de master pour initier
la création d'un master qui s'appelle le master de sciences de l'éducation, qui depuis est devenu master de sciences de l'éducation et de la formation. Une année plus tôt, je crée avec des collègues, et j'ai été la cheville ouvrière, un laboratoire de recherche à l'UPEC, le LIRTES, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales, qui est un laboratoire de sciences de l'éducation. Et puis une autre manière de signifier pour moi mon acculturation et plus encore mon engagement au service de la discipline sera de coprésider l'association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation de 2017 à 2020. Depuis 2021, je suis par ailleurs directeur d'une faculté qui comprend les sciences de l'éducation, donc la faculté des sciences de l'éducation, des sciences sociales et des STAPS, donc à l'université Paris-Est Créteil. Alors initialement et sans surprise des sociologues, puisque ma formation initiale est en sociologie, et j'y viendrai par la suite progressivement des auteurs en sciences de l'éducation. Alors mes premiers amours sociologiques portaient sur les questions de précarité, de pauvreté et d'exclusion, donc notamment évidemment c'était l'auteur phare en cette période, Robert Castel, qui publiait en 1995 Les Métamorphoses de la question sociale. Mais Serge Pogam avait préalablement également produit un certain nombre de travaux, notamment sa thèse de doctorat publiée en 1991, La disqualification sociale. Et il y avait aussi des travaux autour de la désinsertion avec Vincent de Gaulle-Jacques. Donc mes premiers travaux portent sur ces questions-là, avec un intérêt en particulier pour les sans-abri. Et puis j'ai essayé de joindre, j'allais dire, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire j'avais évidemment un intérêt, pour ne pas dire une passion, pour ces thématiques-là. Et je joins l'utile à l'agréable, je faisais une formation qui se destinait plutôt à la sociologie du travail, et donc j'ai démarré une thèse de doctorat en 1997 qui portait précisément sur celles et ceux qui n'avaient pas d'emploi, donc une sociologie du travail de celles et ceux qui étaient en recherche d'emploi, donc les demandeurs d'emploi. Et j'ai étudié, c'est là où j'ai rencontré la formation pour la première fois, un dispositif de formation assez original qui s'appelle les entreprises d'entraînement pédagogique, où on simule l'activité d'une PME dans ses dimensions tertiaires pour former des demandeurs d'emploi à des fins d'entraînement pour qu'ils développent ce qu'on appelle habituellement leur employabilité. Donc au départ, des références sociologiques classiques de la sociologie générale, et puis progressivement un intérêt pour une sociologie du travail et de la formation. En sciences de l'éducation, lorsque je m'y suis vraiment intéressé, sans surprise, mes intérêts ont porté pour la formation d'adultes qui a été et qui est encore aujourd'hui mon objet d'intérêt à titre principal, et j'ai déjà cité son nom, mais effectivement ce sont les travaux de Philippe Carré, les premiers qui m'ont intéressé, dans une perspective qui m'était évidemment initialement totalement étrangère. Philippe Carré venant de la psychopédagogie, donc je ne connaissais vraiment pas grand-chose aux sciences d'éducation, mais alors je connaissais encore moins à la psychologie. Donc une veine de psychopédagogie, mais dans une ouverture d'esprit qui faisait que Philippe Carré développait également des travaux qui croisaient avec la sociopédagogie, et puis plus généralement avait un intérêt pour les sciences humaines et sociales en général. Même si à l'époque Philippe Carré n'avait pas encore développé son concept d'apprenance, j'ai eu tout loisir, dans le cadre des échanges que j'ai eu avec lui, dans les séminaires auxquels j'ai participé, de me familiariser petit à petit avec l'idée qui allait germer et le mot qu'il allait utiliser. Et donc moi aussi, j'ai beaucoup étudié les conditions favorables ou propices qui permettent l'accès à la formation, et je me suis intéressé en sociologue aux questions d'inégalité, aux questions d'inégalité d'accès, d'inégalité d'effet en formation. Alors les références polaires en la matière, j'ai déjà cité son nom, c'est évidemment Claude Dubar, mais des travaux préalables avaient été réalisés par d'autres dans des veines plus bourdieusiennes. Et puis d'autres ensuite ont suivi, mais j'allais dire que la figure de Claude Dubar est une figure qui, sur la durée, est restée présente, et c'est toujours un auteur que j'aime à mobiliser et à citer dans mes enseignements.
Alors l'ouvrage qui s'intitule « Le grand manuel de l'insertion » est un ouvrage que j'ai coordonné avec mon collègue Philippe Semenovic, qui est économiste au sein de ma faculté. Alors avant de parler de contexte intellectuel ou personnel, je voudrais plutôt parler de contexte académique, puisque dans le cadre du Master de sciences de l'éducation à Créteil, nous avons un parcours qui s'appelle « Insertion-formation ». Et pour les étudiantes et les étudiants se destinant au métier de la formation, mon collègue et moi, nous avons eu, durant de nombreuses années, tout loisir de fournir comme référence bibliographique le traité des sciences et techniques de la formation. Et les étudiantes et les étudiants se destinant plutôt au métier de l'insertion nous demandaient s'il existait l'équivalent dans le champ de l'insertion. Et en pratique, l'équivalent n'existait pas, et donc il y a maintenant une bonne dizaine d'années, l'idée nous est venue qu'il serait bon qu'un jour, alors on n'imaginait pas que ce serait nécessairement nous, mais qu'un jour puisse exister le pendant du traité des sciences et techniques de la formation. Et après que j'ai repris avec Olivier Lasvernias, toujours au contact de Philippe Carré, la 5e édition du traité des sciences et techniques de la formation, j'ai proposé à l'éditeur Duno, en accord avec mon collègue Philippe Semenovic, quelque part, de faire quelque chose de, sinon de similaire, en tout cas d'homologue, dans le champ de l'insertion. Donc ça, c'est l'idée première qui a prévalu. Le contexte personnel me concernant et professionnel, c'est que si j'ai un intérêt pour les métiers de la formation, j'ai aussi un intérêt pour la question d'insertion des jeunes. Donc je m'intéresse en gros à la fois à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, mais je m'intéresse également à l'insertion professionnelle, donc ce qu'on appelle les primos entrant sur le marché du travail. Donc mes intérêts de recherche sont à la fois sur les questions de formation et d'insertion, donc il n'était pas, de mon point de vue, illégitime que je propose à mon collègue et à l'éditeur que nous fassions cet ouvrage. Le contexte intellectuel, eh bien, il est lié au fait que les métiers de l'insertion ont cette particularité de ne pas avoir de science. Il y a des défenseurs, Philippe Carré que je citais tout à l'heure est un défenseur des sciences de la formation. À ma connaissance, personne ne défend l'idée de l'existence de sciences de l'insertion. Donc en fait, ce ne signifie pas qu'il n'y a pas de savoir, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de connaissances en la matière, mais ces savoirs et ces connaissances sont tout à fait épars. Et donc nous, ce que l'on a souhaité, c'est les réunir, d'où un ouvrage qui est pluridisciplinaire. Nous avons des contributions de sociologues, d'économistes, de politistes, de spécialistes de sciences de l'éducation et de la formation, mais nous avons aussi des contributions de professionnels éclairés sur telle ou telle thématique. Donc notre objectif a été de faire une somme, un handbook tel qu'on le définit dans la version anglo-saxonne du terme, afin de compiler, réunir, agréger des savoirs à destination de publics variés, bien évidemment nos pairs, nos collègues universitaires intéressés par ces questions, les doctorantes et doctorants travaillant sur ces questions, les étudiants et les étudiantes se destinant au métier de l'insertion, et puis bien évidemment l'ensemble des professionnels de l'insertion qui actuellement exercent ici ou là. Alors donc cet ouvrage est un ouvrage collectif, donc par définition les thèses défendues par les autrices et les auteurs ne sont pas similaires. Donc je vais essayer de me prêter un exercice qui peut relever un peu du jeu d'équilibriste pour essayer de vous donner des éléments qui soient saillants, partagés. Et évidemment, j'inviterai les lectrices et les lecteurs à prendre connaissance du détail pour pouvoir accéder à des éléments plus nuancés au regard de ce que je vais pouvoir présenter dans la suite. Alors, l'idée principale qui nous a animés a été de couvrir le champ de l'insertion, donc ce qui se fait du point de vue des politiques, des acteurs, des dispositifs, et de regarder ce qu'il en est du côté des publics. Alors, parmi les traits saillants, ce que l'on observe en matière de politique et de politique publique en particulier, c'est une montée en force des logiques dites d'activation.
Le revenu de solidarité active, pour parler d'un dispositif bien connu, se différencie tout de même du revenu minimum d'insertion qui l'a précédé par le fait qu'il y a une logique d'activation, et certains même diraient même de tentative de mise au travail plus ou moins forcée, que l'on ne connaissait pas dans le cadre antérieur. Donc un premier trait saillant du point de vue des orientations politiques, c'est cette logique d'activation sur laquelle il semble y avoir un accord entre les différents auteurs et les différentes autrices. Concernant les dispositifs, eh bien, on observe une pluralité de dispositifs, mais qui sont évidemment en accord avec les orientations politiques telles qu'elles ont été développées. Donc, par exemple, dernièrement, le plan d'investissement dans les compétences, qui a eu pour ambition de former massivement des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi, à des fins d'accès ou de retour à l'emploi. Donc on voit bien là encore qu'il y a une forte valence emploi dans le cadre de ces politiques dites d'insertion. Et si on regarde désormais du côté des acteurs, eh bien ça signifie que les acteurs, les professionnels de l'insertion sont de plus en plus enjoints à accompagner, mais accompagner dans une direction qui relève peut-être moins de l'insertion sociale que de l'insertion professionnelle. Donc, en synthèse, il nous a semblé que la tendance, elle n'est pas si surprenante que cela, surtout dans un contexte, il y a quelques années, où le mot plein emploi commençait à nouveau à ressurgir, même si à nouveau nous avons franchi dernièrement la barre des 8% de taux de chômage. Il y a peu de temps encore, nous étions plutôt autour de 5 ou 6%, considérant pour certains qu'en dessous de 5, on est sur du chômage dit incompressible. La valence donc emploi a été extrêmement marquée, et c'est ce que nous avons pu observer dans le cadre des publications des collègues, dans le cadre des différents chapitres qu'ils ont donnés au traité. Je dis traité, ce n'est pas une erreur, c'est que initialement, c'est le nom que nous souhaitions donner à notre grand manuel, et pour des raisons éditoriales, au lieu de s'appeler Traité de l'insertion, cet ouvrage s'appelle Grand manuel de l'insertion. Alors, d'un point de vue général, ce que je vais évoquer ne surprendra personne, je pense. Nous connaissons dans l'histoire de l'insertion, des politiques d'insertion et des dispositifs, une tendance à la responsabilisation, pour ne pas dire à la culpabilisation de celles et ceux que l'on désigne comme usagers ou bénéficiaires. Évidemment, quelles que soient les disciplines des contributeurs et des contributrices, toutes et tous ont eu quand même pour projet de socialiser le propos, de telle sorte de remettre dans leur contexte les analyses qu'ils développent. Évidemment, toutes et tous sont d'accord pour considérer que ce n'est certainement pas en interrogeant la responsabilité, voire même la culpabilité des individus, que nous produirons non seulement de la connaissance, mais que nous trouverons des voies de remédiation ou de résolution aux problèmes que le domaine de l'insertion prend à sa charge. Donc en matière à la fois d'approche du sujet et donc en termes de politique publique, si des choses devaient être mises en œuvre, ce serait effectivement plutôt de regarder ce qu'il en est du côté des politiques d'emploi, ce qui relève évidemment de la responsabilité des politiques publiques, mais également de regarder ce qu'il en est du côté des politiques d'entreprise en matière de recrutement notamment. Si je voulais être un peu provocateur, je pourrais dire qu'il me semble à la lecture de l'ouvrage que l'insertion est d'abord et avant tout un problème de politique publique et de politique privée, d'entreprise, avant d'être un problème d'individu. Pour le dire autrement, les problèmes d'insertion tels qu'on les définit ordinairement sont d'abord et avant tout des problèmes qui sont constitutifs de nos politiques publiques et des politiques privées d'entreprise, plus que
des problèmes liés aux caractéristiques individuelles des individus. J'en donne un exemple qui est bien connu de celles et ceux qui ont soit la mémoire ou qui ont lu sur ces questions-là. Je rappelle que la société française comprend en son sein des personnes qui n'ont jamais été aussi diplômées que par le passé, et c'est alors qu'elles sont les plus diplômées qu'on ait jamais connues qu'on considère qu'elles souffrent de freins multiples et périphériques à l'emploi. Et que dans des périodes passées où les personnes étaient a priori moins équipées pour approcher le marché du travail, à cette époque, personne ne leur faisait grief et reproche de difficultés X ou Y qui constituaient autant de freins à l'insertion. Donc on voit bien que le problème ne doit pas être étudié sous l'angle des individus, mais plutôt sous l'angle social, voire sociétal, des politiques publiques et des politiques privées en matière d'emploi.